Productrice, entrepreneur culturel et stratège des industries créatives et culturelles, Yasmina Fagbemi fait dialoguer les mémoires, les spiritualités, les imaginaires africains dans la langue universelle de la création. Quelle grâce d'introduire cette nouvelle émission Personnalité by Nanokeo avec une femme exceptionnelle qui œuvre à la reconstruction des récits africains par les Africains. Yasmina Fagbemi, on va te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Yasmina Fagbemi, je suis une entrepreneuse culturelle, je suis productrice et je suis la fondatrice de Tioledia, qui est on va dire qui est un média qui a 3 pôles, l'édition, les films et bientôt l'animation. Je suis citoyenne du monde, mais je sais qu'en tant que citoyenne du monde, je dois absolument me définir, donc je vais me définir, mais je dis toujours, et dans toutes mes interviews, je suis Yoruba. Parce que, évidemment, je suis entre le Nigeria et le Bénin. Mais en fait, le royaume Yoruba venait du Nigeria jusqu'au Ghana. Et bien entendu, la conférence de Berlin a partagé l'Afrique. Et je me retrouve entre le Bénin, le Nigeria, et je suis née en France et je vis à New York depuis, on va dire, plus de 20 ans. Donc, c'est un peu comme ça que je vais me définir et me présenter. Très bien. Peux-tu nous raconter la première fois où tu as ressenti que l'art faisait partie de toi? C'est une très bonne question, ça. Comment l'art fait partie de moi? Alors, je ne sais pas si le sentiment de dire que l'art fait partie de moi est venu en me disant c'est l'art, mais j'ai toujours ressenti, de par mon éducation, que ma culture était importante. Le Yoruba, parce que je le parle, mes parents le parlent à la maison, et que vivant en France, étant née en France, et étant toujours une minorité, toujours la seule noire dans mon école, j'ai toujours su que j'avais quelque chose de différent. Et j'ai toujours utilisé ça comme force. Et ça a toujours drivé ma vie. Et aujourd'hui, la culture Yoruba est un art. Je suis dans le monde de la culture. Et c'est juste tellement intéressant. Et quelle coïncidence de me retrouver là à défendre la culture africaine d'une manière générale. Je parle du Yoruba parce que c'est mon héritage, mais je dis la défendre et je choisis mes mots de façon précise parce que notre histoire a toujours été racontée par le chasseur. Oui. Donc je ne sais pas à quel moment j'ai compris que l'art faisait partie de moi, mais je sais que j'ai toujours grandi avec cette notion de culture et comment me définir sans être, comment dirais-je, swallow, avalé par la culture dominante. Quel a été le plus grand défi de ton parcours jusqu'ici et comment l'as-tu surmonté? Les défis, waouh, j'en ai eu beaucoup. Mais le plus grand défi de mon parcours, c'est de dire que je vais faire de ma passion full time. Oui. Parce qu'avant, en fait, je travaillais dans Corporate America, j'avais un salaire, et à un moment, il a fallu que je fasse un choix. Et en me disant que voilà ce que je veux faire. Je veux travailler dans le monde de l'audiovisuel, de la culture. J'ai commencé d'abord en tant que manager, en manageant des talents. Et ensuite, j'ai fait une transition sur la production de films. Et j'ai aussi une agence. Et c'était de prendre la décision que, le défi, c'était de dire je vais me concentrer à 100% sur ma passion et sur la culture. Sachant que il n'y avait pas j'avais pas vraiment un plan qui me donnait une assurance que ça allait marcher. Donc c'est un défi d'ailleurs de tous les jours, parce que quand on est dans la culture, ça fait 10 ans que je suis dans le game. Je suis tous les jours, c'est un combat pour rester dans le game. Ça fait 10 ans que tu es dans la culture? Ça fait 11 ans, depuis 2014 en fait. Okay. Mais ça fait combien de temps que tu as pris la décision de ne faire que ça? Alors, j'ai pris la décision. Alors, j'ai commencé en 2014, officiellement, quand j'ai commencé en tant que talent manager. Et c'est en 2016
que j'ai démissionné Oui. de mon job full-time et je me suis dit que j'allais faire ça. Et donc on va dire que depuis 2016 en fait. Advienne que pourra. J'y vais. Bah ouais, j'y vais. Exactement. Y a-t-il une personne ou un moment qui a changé ta trajectoire Dans ma vie professionnelle, Oui. personnelle? professionnelle? Ouais. Il y en a une. Bah, je pense que la personne qui a changé ma trajectoire dans ma vie professionnelle, c'est mon associé. Parce que jusqu'à 2022, j'étais un peu seule en fait. Tu vois, je gérais mon business toute seule, même si j'avais des gens avec qui je travaillais, mais je portais le poids de mon entreprise, je portais les soucis, et j'ai fait cette rencontre avec mon associé actuel, mon associé à Thioleja, Gabriel Souleika, où là vraiment on était associés. Donc c'est pas que du business, 50% de business, mais on était associés dans les soucis, dans les défis, dans les challenges, et la confiance était là. Et ça a complètement changé d'abord ma façon de travailler. Parce que voilà, c'est important de travailler avec des gens avec lesquels tu es en confiance, surtout quand tu es un entrepreneur, parce que c'est les défis de tous les jours, c'est des histoires d'êtres humains, c'est des rencontres. Et puis surtout, quand on est à plusieurs, on est plus fort. Donc je dirais que oui, ça a été le grand changement dans ma vie professionnelle. C'est Gabriel Souleika. Mais j'ose demander comment vous êtes rencontrés avec ce Gabriel? Ça a été une rencontre assez simple, comme beaucoup de rencontres. Connais-tu quelqu'un qui fait ça? Ça a été vraiment il a écrit un livre, son premier roman, Le Cri de l'innocence, et il voulait que ce livre en fait soit édité aux États-Unis. Donc, comme je suis francophone, anglophone, on m'envoie toujours les francophones en disant voilà, contacte Yasmina. Elle est dans l'industrie du cinéma, elle peut t'aider. Et donc du coup il m'a contacté, donc on a parlé justement de cette histoire, de son livre, Le Cri de l'innocence, qui est sur Solitude, qui est une esclave qui a été pendue 24 heures après qu'elle donne naissance à son fils en Guadeloupe. D'ailleurs, elle a une statue dans le 17e arrondissement. Et donc, c'est une très belle histoire. Il a écrit un roman historique sur elle. Il a retrouvé sa mère, Ayomide, qui d'ailleurs était une esclave qui venait du Dahomey et qui a été violée durant la traversée en Guadeloupe et qui a donné naissance à Solitude quand elle est arrivée en Guadeloupe. Mais en fait, en lui parlant, en parlant de Solitude, on a aussi parlé d'autres choses. Et il m'a parlé d'un livre, d'une histoire que je ne connaissais pas, d'une femme qui s'appelle Awa et qui s'est retrouvée à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Je me suis dit, mais attends, je fais mes études en France là. Ouais. On a parcouru la Seconde Guerre mondiale en long et en large. On ne m'a jamais dit qu'il y avait des Africains, qu'il y avait des Noirs à Auschwitz. C'est quelle histoire de dingue. Et il me raconte que c'est une vraie histoire, parce qu'il est sénégalais et égyptien, et son grand-père était un tirailleur, et que il y avait une famille, la famille Ba, et l'histoire, c'est que Ibrahim est parti à la guerre, après s'être marié, et au bout d'un an, il n'avait plus de nouvelles de sa femme, donc là, je la fais très courte, et sa femme se retrouve à Paris, à la mosquée de Paris, parce que la mosquée de Paris, durant la Seconde Guerre mondiale, cachait les enfants juifs, parce que, c'est important que je le dise, on parle de la résistance de Gaulle, mais de Gaulle, il était à Londres. Les vrais résistants, c'était ceux qui étaient à Paris durant la Seconde Guerre mondiale, qui faisaient passer des Juifs pour les faire partir en Afrique du Nord, et c'est comme ça d'ailleurs que le recteur de la mosquée de Paris était parti au Sénégal pour voir dans quelle mesure on pouvait faire partir les Juifs au Sénégal. Bref, Awa se retrouve, parce qu'elle est infirmière, à la mosquée de Paris, et est hébergée par cette famille juive, et se retrouve en tant que femme musulmane avec une famille juive, et qui mettait une étoile jaune à Paris durant la Seconde Guerre mondiale, parce que les Juifs devaient mettre une étoile jaune, et finalement il y a une rafle, et se retrouve dans le camion et se retrouve à Auschwitz et retrouve son mari là-bas. Donc
cette histoire, quand il me l'a racontée, le call devait durer, je crois, 20 minutes. On est resté 1 heure. J'ai dit, I want this. That's the story. Ok. J'ai dit que c'est cette histoire que je veux. Et en fait, je dis toujours que c'est Voleur d'âme. Donc, du coup, le roman est disponible, Le Voleur d'âme et My Soul is a Witness en anglais, qui va être adapté en film. C'est cette histoire, pour moi, qui a scellé notre rencontre. D'accord. Parce que d'abord, j'ai été choquée, Oui. parce que je ne savais pas. Oui. Et pour moi, c'est l'ancrage de My Soul is a Witness et de Tioleja. My Soul is a Witness et l'ancrage de Tioleja, qui est que raconter des histoires que personne ne raconte. Raconter nos histoires qu'on ne raconte pas et qui ont été complètement, on va dire, effacées de l'histoire. Donc c'est un peu ce qui a scellé notre rencontre. C'est très intéressant. C'est très intéressant. D'ailleurs, l'histoire aujourd'hui, l'histoire est racontée différemment. Moi, je parle de l'histoire en Suisse, en tout cas d'où je viens. C'est pas du tout la même histoire qu'on nous racontait. C'était une histoire très plate par rapport seulement, on va parler seulement de la partie européenne. Mais maintenant, ce qui est étonnant, c'est que l'histoire qu'on raconte en Suisse, c'est plus l'histoire de l'Afrique. L'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest même, mais surtout l'Afrique de l'Est, qui est racontée aux enfants. Et ça remet un peu l'étendue à l'heure au niveau de ce qui s'est vraiment passé, quoi, de la compréhension. Et c'est très intéressant, mais ça rejoint un peu ce que tu dis. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et qu'on commence. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, parce que je pense aussi que c'est important de remettre la culture de la lecture aussi et aussi quand on va dans des bibliothèques, il y a très peu de livres qui sont écrits par des historiens africains de notre point de vue. Oui. Donc voilà. Nous, ce qui est bien avec Tioleja, c'est qu'on adapte c'est plus facile de faire des films, parce que ça touche un grand public. Enfin, c'est plus facile de faire des films. Disons que c'est plus facile que l'audience aille voir des films que de lire des livres. Parce que voilà, on a un pôle édition. Vendre des livres, c'est pas si facile que ça. Mais les adapter et faire des films et que les gens aillent le voir, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est ça notre mission. Partager des histoires que les gens ne connaissent pas, et des héros, des héroïnes. N'oublions pas les héroïnes, parce que quand on parle de l'esclavage, on parle souvent de l'esclavage d'un point de vue de la victimisation, mais c'est important de savoir, il y a eu The Woman King, que des gens ont résisté. Absolument. Il y a eu des résistances, et je trouve que c'est important pour que l'histoire soit racontée d'une façon globale et vraie. On parle aussi des personnes qui ont résisté et des femmes qui ont résisté dans l'histoire. Voilà, parce qu'on est au Bénin ici, et il y avait les minots. C'était des femmes qui étaient des guerrières et qui ont combattu, qui ont résisté par rapport à la France. Et je pense que c'est important qu'on en parle. Une petite parenthèse, je voulais te demander, Tioleja, qu'est-ce que ça signifie en fait? Tioleja. Tioleja. C'est en Yoruba. Ça veut dire incassable, unbreakable. Ça veut dire que personne ne peut vous séparer. Donc, c'était important pour nous de choisir le nom d'une compagnie qui soit à la hauteur des combats que notre peuple a menés depuis des siècles. Parce que depuis des siècles, on a voulu nous séparer. Il y a eu l'esclavage, il y a des guerres, il y a eu la colonisation. Et c'est très important pour Gabriel et moi, bien entendu, et toute l'équipe Tioleja. On n'est pas des gens qui se font distraire par le bruit. Parce qu'on est dans une industrie, l'industrie des industries culturelles d'une manière générale, le cinéma. Il y a beaucoup de noise. Voilà. Il y a beaucoup d'ego. Tout le monde veut... Voilà. Et nous, on est focus. Donc, incassable. Super. D'accord. Quel est l'échec ou la critique qui t'a le plus marqué, et qu'est-ce que ça t'a appris? Oh, les échecs, j'en ai beaucoup. Comme je suis une anglophone. Il faut des échecs.
Moi, je suis aussi américaine, donc quand on est quand on est une entrepreneuse, si tu n'as pas d'échec, tu n'es pas une entrepreneuse, c'est impossible. Là, il faut qu'on soit clair là. Hein. L'échec te permet de grandir, les échecs te permettent d'avancer, et les échecs te permettent aussi de te rendre très humble. Et l'humilité est importante, Absolument. surtout dans ce business. Faut rester, Alors les échecs. Moi, les échecs qui m'ont les plus marqué, c'est les échecs comment on dit ça, people, les êtres humains, qui vous déçoivent, qui vous trahissent. J'en ai eu quelques-uns. Et quand je suis arrivée dans le game, j'étais super naïve. Et heureusement que j'étais super naïve, parce que sinon j'aurais jamais continué. Je pensais que tout le monde était comme moi. Voilà, c'était et je me suis rendu compte que non. People use you. People, quand ils voient que tu commences à avoir de la lumière, essaient d'éteindre cette lumière. Donc ça a été le plus compliqué. C'est pas de perdre de l'argent, parce qu'on on perd toujours. C'est vraiment des gens que tu as aimés, que tu as respectés. Des gens qui t'ont surpris. Et quand tu vois leur visage, tu te dis, waouh. Maintenant, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que je cloisonne. Disons que j'ai ma garde rapprochée. Et je suis très protégée. Ça veut pas dire que je suis aigrie. Je veux pas être aigrie. J'aime les êtres humains. Je donne toujours le bénéfice du doute aux personnes. Mais je suis très clairvoyante maintenant. C'est ça m'a appris les échecs. La clairvoyance. Magnifique, ouais. Y a-t-il eu un moment où tu as voulu tout arrêter? Et qu'est-ce qui t'a retenu? Tous les jours, des fois, every other day. Tous les 2 jours, j'ai envie d'arrêter quand je n'avance pas, parce qu'en plus, je suis super impatiente. Voilà, je veux que les choses avancent. Donc, pour moi, c'est toujours un game avec le temps. Tu vois, on a 24 heures dans la journée. J'essaie d'être super efficace, d'avancer. Et New York, c'est ma ville. New York m'a tout appris. Et New York, on sait, c'est time is money. Et là, je passe beaucoup de temps en France, en Afrique, et je me dis, waouh, la notion du temps est différente. La notion des expectations, des standards n'est pas la même. Et c'est compliqué. C'est très, très compliqué pour moi. Mais c'est le prix à payer pour avancer, en fait. Qu'est-ce qui t'a retenu, en fait? Parce que tu es toujours là. Je suis toujours là parce que j'avance. Ouais. Voilà. Il y a toute l'expérience que j'ai eue déjà avant de lancer Tioleja. Et cette expérience était importante parce que c'est quand j'ai commencé à manager des talents, moi, je ne connaissais personne. Mais je n'étais personne. Et on m'a dit que je n'étais personne. On me l'a dit. J'ai construit ça from the ground up. Par terre. Donc tout ce réseau-là, je l'ai bâti avant. 2014, il y avait Facebook, mais Instagram venait à peine de commencer. Alors, TikTok n'existait pas. Donc moi, mon réseau, avant même que je commence à être à mon compte, je l'ai bâti sur des vraies valeurs humaines. Oui. Je l'ai pas bâti sur TikTok. Voilà, on s'envoie des DM. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce travail-là, et ensuite il y a eu Tioleja, où là vraiment je dis c'est un autre, on va dire c'est un autre monde. Oui. Là, on fait des choses concrètes. On a 10 romans historiques qui ont été publiés. On a 2 films. On est en préparation d'autres longs métrages. Donc, je ne peux pas arrêter. Même si tous les jours il y a des frustrations, je me dis que il faut que je keep my eyes on the prize. Et c'est ce que je fais. Je suis focus. Oui. C'est en quelque sorte, c'est ton essence. Complètement. Et puis c'est une mission. C'est une mission. On peut pas faire ce qu'on fait dans les industries culturelles et ne pas avoir de mission. C'est ça. Si vous faites ça pour l'argent, si vous faites ça pour le fame, pour être célèbre, non, c'est pas possible. On le fait parce qu'on a une mission et on a des objectifs clairs. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est très profond en fait. C'est moi. C'est toi. On repart à mon enfance, la culture, ma culture Yoruba, et voilà. Donc c'est moi, ça fait partie de moi. Que représente pour toi créer en Afrique aujourd'hui?
qu'est-ce que ça représente créer en Afrique aujourd'hui? Tout. C'est le moment d'être là. Ça a toujours été le moment d'être là, mais là, il y a vraiment un espèce d'écosystème qui est en train de se mettre en place, qui fait que, bah voilà, non, je suis super contente. Et je suis pleine de gratitude d'avoir l'opportunité de le faire. Je suis pleine de gratitude d'être ici au Bénin. Je passe du temps au Nigeria, de rencontrer des talents, de rencontrer des gens like-minded comme moi et de créer des projets. On a sur les 10 romans historiques qu'on a, on en a 9. Enfin, ils sont tous sur l'Afrique, parce que l'Algérie est en Afrique. C'est notre dernier roman historique insoumis. Et non, je suis pleine de gratitude. Mon associé Gabriel, il est historien de formation et sa spécialité, c'est l'Afrique transatlantique. Donc, non, c'est génial. C'est incroyable. Penses-tu que ton art peut contribuer à changer le regard sur ton pays ou sur ton continent? Moi, je pars d'une part, c'est mon continent. Sur le pays, j'ai écrit, nous avons publié 3 romans historiques sur le Dahomey. Oui. Donc, moi, je considère que I already gave back, you know, Solitude. Ayomide venait du Dahomey. Toya, Dahomey, la mère adoptive de Jean-Jacques Dessalines, le premier empereur d'Haïti. Il y a Akoni Yoruba, bon, c'est un livre jeunesse, et Solitude, et on a aussi Solitude Révolte. Donc on a déjà écrit sur le Bénin, sur la culture Yoruba, et bien entendu après il y a Voleur d'âme, hein, c'est le Sénégal, ça commence au Sénégal. Donc oui, les impacts sont là. Pourquoi? Parce que les livres, ils sont là, ils restent. Ils ne partent pas. Donc, je sais que demain, si moi je pars, ce sera là. Maintenant, on a encore d'autres projets, beaucoup de choses qu'on souhaite faire et qu'on va faire. Et ce n'est que le début. Comment vois-tu la nouvelle génération d'artistes africains, le créateur africain? Je sais pas si ça veut dire nouvelle génération, ça veut dire que je suis vieille. Non, moi, je vois... ceux dont on parle aujourd'hui plus, peut-être ceux qui arrivent maintenant dans tous les domaines. Moi, je sais simplement que quand on parle de la culture, on parle du cinéma, on peut parler de l'édition, on peut parler de l'art contemporain. Je pense juste que l'écosystème est très varié, l'écosystème est très riche. Et je pense que il y a énormément de talent. Et je pense qu'il y a une espèce de conscience aujourd'hui qui est prise en tant qu'artiste. En tout cas, moi, je me considère aussi un peu comme une artiste, qu'il faut être engagé. Aujourd'hui, faire du cinéma, être dans la culture, pour moi, c'est aussi faire de la politique. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui faire fi de ce qui se passe autour de toi. Donc nous on est plus dans l'histoire, mais la politique est liée à l'histoire, parce que si tu ne comprends pas ce qui s'est passé avant, comment tu peux voir ce qui se passe maintenant, parce que tout ça a des répercussions. Donc comment je les vois? Non, je trouve que c'est un écosystème qui est très exciting et qui est riche et qui est talentueux et moi je suis entourée d'artistes de tout, que ce soit des écrivains, que ce soit des peintres, des musiciens. Je vois le Nigeria, c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Très riche, le Nigeria, très riche, beaucoup d'artistes nigériens. C'est l'engagement qui est très important, ce mot engagement, la conscience aussi, pour moi, qui définit les artistes, peut-être aujourd'hui, ou en tout cas qui devrait les définir. Quel est ce rêve très personnel que peu de gens connaissent sur toi et que tu pourrais nous dévoiler aujourd'hui? Mon rêve. Je sais pas si je peux dévoiler un rêve. J'en ai tellement, et c'est un rêve que je porte en moi tout le temps. Je parle souvent de ma grand-mère. Maintenant, il faut quand même que je dise de mes grand-mères, parce que j'étais à Lagos
la semaine dernière et je parlais avec mes oncles. Ma grand-mère, la mère de ma mère, était une femme d'affaires, mais qui n'était pas lettrée. Bon, quand je dis qu'elle n'est pas lettrée, elle sait pas lire, mais elle savait très bien compter puisque elle gérait des business. Et je pensais qu'elle était autodidacte. Et j'ai appris par mes oncles. Non. Faut que tu saches que ton arrière-grand-mère était une grande commerçante. Et c'est elle qui a formé ta grand-mère. Et pour moi, quand j'ai appris ça, c'était comme un « oh wow !» Et on parle années 1800 là. Ouais. Et je me dis, voilà, c'est ça ma lignée. Et mon rêve, c'est d'écrire sur ces femmes, sur cette lignée de femmes qui ont tenu des foyers, qui ont eu des enfants et qui étaient des femmes d'affaires. Et quand on parle de féminisme aujourd'hui, pour moi, c'était les premières. Si on peut définir ce qu'est le féminisme, c'était des femmes qui s'assumaient. Et pour moi, mon rêve, c'est vraiment de leur redonner vie. Et j'ai quelques idées en tête. Et donc, ce serait un rêve que je peux effectivement dévoiler. Mais j'ai aussi un rêve, mais que je peux vous dire, un rêve d'écriture, un projet d'écriture sur lequel je suis. Ok, très intéressant. Qui est aussi sur les femmes. Mais je n'en dirai pas plus. Si demain tout s'arrêtait, quel message voudrais-tu laisser à travers tes productions, ton travail, ton œuvre? Moi, j'aime toujours dire que tous les matins, déjà, je me lève en me disant, je vis ma vie aujourd'hui comme si ça peut être mon dernier jour. Donc, il faut que je la vis pleinement. Et tout ce que je fais, je suis toujours alignée avec tout ce que je fais. Je ne vis pas dans un mensonge, je suis assez straightforward. Et donc, moi je dis toujours quand je vais partir, il faut que vous ayez une huge party, voilà, qu'on célèbre tout ce que j'ai fait et que j'ai vécu ma vie in my own terms, tu vois, comme j'ai vu la vie. Je pense que c'est le plus beau cadeau, ça c'est la plus belle chose, hein, c'est d'être aligné avec ce que tu fais. Complètement, avec soi-même. Avec soi-même. On ne vit pas dans un mensonge. Avec ce que tu es. Voilà. Être aligné avec ce que tu es. Parce que moi je vis pas dans un mensonge. Voilà, c'est donc, ça. Voilà, c'est un peu ça. Très simple. Alors Yasmina, oui. On est super heureuse que tu inaugures notre émission Personnalité by Nanokeo. Super, je suis contente. Alors, on aimerait bien que tu nous expliques tes choix chez Nanokeo. Alors ça, j'ai trouvé super sympa. Je trouvais que, bon déjà c'est un peu classique, je me vois bien le mettre à New York, à Paris. Donc j'aime beaucoup la forme. Donc c'est une des raisons, je peux le mettre de façon habillée, puis je peux aussi le mettre de façon casual. Donc ça, je trouve ça top. Et ça, j'ai toujours voulu un sac comme ça parce que je me dis, tu vois, je vois toujours les gens, c'est très parisien d'ailleurs, j'en vois moi à New York, je le mets autour de moi, je peux mettre mon porte-monnaie, et je trouvais que c'était très original, et je les trouve juste très sympa, quoi. Donc bravo, hein, c'est fait à la main, puis ça me permet de dire Black owned, African owned, tu vois, donc voilà, voilà le choix. Ok, merci beaucoup Yasmina. Alors, on attend la suite de ton actualité et peut-être, pourquoi pas, faire une nouvelle interview. Donc, c'est le passage. Avec plaisir. Vraiment, ça va nous faire plaisir. Avec plaisir. Ok. Merci beaucoup. À bientôt. En originalité. Bientôt. Elle fonde Tioleja, une société de production, d'édition et d'animation avec le réalisateur et l'historien Gabriel Souleka. Solitude, l'un des romans phares édités chez Tioleja, retrace l'histoire de Solitude, fille d'Ayomide, esclave arrachée au Bénin, envoyée en Guadeloupe. Ensemble, elles affrontent la cruauté de leurs conditions d'esclaves. The Soul of Africa, écrit et réalisé par Gabriel Souleka, sortira en salle en 2026, après une avant-première au Grand Rex à Paris. Si ce premier épisode vous a plu, likez, activez la cloche et abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt!